Lorsqu'on rêve de liberté, d'indépendance et de vie nomade, la van life arrive souvent en tête des possibilités de le faire. Il suffit de chercher le hashtag vanlife sur Instagram pour se laisser entraîner dans des images parfaites de ce mode de vie. Pourtant, la réalité est le plus souvent très différente du rêve instagrammé et je vais vous donner 4 raisons de ne pas vous lancer. Mais après, si vous êtes toujours convaincu après ces 4 raisons, je vous en donnerai 4 autres pour vous lancer absolument. Je vais rester assez éloigné des clichés habituels comme les toilettes ou la douche ou le stationnement. Et je vais me concentrer plutôt sur des choses moins matérielles mais pourtant essentielles à la vie nomade. Ces raisons sont liées à ma propre expérience de voyageur en solo qui part pour des road trips très longs et lointains. Il est évident que tous les modes de voyage n'auront pas les mêmes inconvénients ou avantages. Enfin, je tourne cette vidéo en quasi live sur la route dans les Alpes, donc elle sera différente de celle plus scriptée que je fais d'habitude, mais plus authentique aussi. Un peu comme celle que j'avais réalisée pour mes 5 mois de road trip en Turquie. Je sais que ça plaira sûrement pas à tout le monde, mais tant pis, on y va quand même. La première raison, elle est vraiment pas évidente, c'est la perte de repères. Bien sûr, c'est clairement pas celle à laquelle on pense en premier, et pourtant, dans mon cas à moi, ça a été la plus visible dans un premier temps. Que ce soit sur le bateau ou en fourgon, si on décide de devenir nomade à plein temps, on peut vite perdre le lien avec la réalité. On n'a plus vraiment d'horaire, plus de voisins qui, même chiants, seront là en cas de problème parce qu'on les croise tous les jours. Et on n'a plus non plus de routine. Ouais, le fameux boulot métro dodo, super chiant, mais aussi si structurant dans la vie. Bref, on est libre de vivre, mais aussi et surtout, libre de faire absolument n'importe quoi. Et mes échanges avec les nombreux voyageurs que j'ai croisés ont souvent accrédité ce sentiment, surtout pour ceux qui voyageaient en solo comme moi. Dans cette histoire, le plus difficile, c'est d'arriver à maintenir une routine, alors qu'on a des temps de trajet très variables. Il m'a fallu environ 2 mois pour me créer une routine adaptée, et c'est passé par impérativement contenir mes trajets entre les spots dans une fourchette de temps et dans le même créneau horaire. Désormais, hors urgence, j'en ai connu une il y a quelques mois avec mon retour précipité de Norvège, pour des raisons familiales. Ceux qui me suivent sur Insta le savent bien. Donc en dehors de ça, je limite mes tronçons de route à 2h30 à peu près, avec un départ le matin vers 10h au plus tard. Ça me permet d'arriver relax sur un spot, à temps pour prendre un bon déjeuner et faire une petite sieste réparatrice. Et ouais, parce que rouler seul avec sa maison sur le dos, c'est psychologiquement super fatigant sur des très longs road trips comme les miens. Donc, on a souvent besoin de se reposer. En dehors des jours où je suis sur la route, je bloque une journée, le plus souvent le vendredi, pour l'intendance. Les courses, les pleins vidanges, la maintenance du fourgon, les lessives. Ça aussi, il faut bien prendre soin de ne pas négliger cet aspect, parce que sinon, ça finit par mal tourner à un moment ou à un autre. Et si on répare pas les petits trucs qui se cassent au fur et à mesure, ça devient vite un enfer. Le reste du temps, je garde un jour de repos, avec 0 truc à faire. Juste chiller, regarder un film, regarder la nature ou prendre des photos. Après, tout le reste du temps, c'est visites, tournages, montages, rando, etc. Et ça, c'est vraiment le cœur de mes voyages. Cette perte de repères, il m'a fallu vachement de temps pour la combattre. Aujourd'hui, après 1 an et demi, c'est bon. Tout marche bien, j'ai pas de soucis. J'ai trouvé mes propres règles de fonctionnement, mes propres repères et ma propre routine. Mais ça a été long et ça a été super compliqué. La deuxième raison, c'est un contraste assez étonnant entre d'un côté des choses quasiment illimitées, comme les déplacements ou les rencontres par exemple, et de l'autre, tout le reste qui devient très limité. On peut parler de l'eau, de l'électricité, aussi des affaires disponibles. On peut parler d'internet, même s'il existe désormais des solutions, et ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Même les possibilités de cuisiner sont limitées. Et surtout, ce à quoi on pense rarement, c'est l'espace disponible que l'on a quand la météo est vraiment mauvaise pour sortir. Alors là, bien sûr, c'est des cas extrêmes, hein. Grosse tempête de neige, grosse pluie orageuse, enfin ce genre de choses, quoi. Et au final, ce contraste entre d'un côté l'illimité que l'on gagne et celui que l'on perd, il apparaît pas immédiatement. En fait, il faut un peu de temps avant que l'exaltation du nouveau mode de vie laisse la place à un peu plus de perplexité sur ce sujet. Comme pour la perte de repères, il va falloir du temps pour s'organiser avec ces nouvelles abondances et ces nouvelles pénuries. Dans mon cas, juste un exemple. Une des questions qui m'a longtemps pris la tête, c'est celle de l'évacuation des eaux grises. Ça paraît con, hein ?
Mais en fait, vu que je peux me remplir en eau à peu près n'importe où avec mon système de filtration et de stérilisation de l'eau, ce côté-là est super facile, donc j'ai pas ce stress. Mais par contre, de l'autre côté, comme j'ai de l'eau quasiment à volonté, il faut bien que j'évacue les eaux usées qui sont dans mon réservoir et qui fait que 110 litres. Et ça, dans les pays où les régions peuvent fournir en station de vidange, ça devient vite un problème. À tel point que j'en arrivais à vidanger à chaque fois que j'en voyais une, juste pour avoir de la marge. Au cas où. En fait, j'étais devenu obsessionnel de ce sujet-là. Bon, après, au bout de quelques mois, tout ça, c'est devenu super naturel, hein. Et puis, je stressais plus du tout. Mais c'est pour dire, en fait, que on vit chacun cette situation de contraste entre l'illimité qu'on avait et les limites très marquées que l'on a aujourd'hui. Et il faut absolument en tenir compte. Et je pense qu'il faut le faire vraiment au moment de l'aménagement, parce que si on rate l'adéquation entre son aménagement et ses besoins, je pense que ça marchera pas, quoi. Voilà, c'est ça, il faut faire super gaffe à ça. La troisième raison, elle est super particulière, c'est la désocialisation. Là, pour le coup, c'est un truc vachement étrange et j'ai même du mal à me l'expliquer. Parce que d'un côté, j'ai rarement rencontré autant de monde dans ma vie, que ce soit des voyageurs sur les spots ou des locaux dans les lieux où je m'arrête. Et dans le même temps, je ressens une forme de désocialisation assez marquée. Et ça, en plus, ça va pas vraiment en s'arrangeant avec le temps. Les relations que je noue désormais sont en immense majorité éphémères. Et même si elles peuvent être intenses, je dis pas le contraire. Alors d'une part, ce côté éphémère fait que ces relations ne sont pas structurantes dans le temps, et lorsque l'on rapproche ça à la perte de repères, ça rend ce mode de vie encore plus complexe à gérer. Mais aussi, ce côté éphémère fait qu'on noue pas de relation à long terme, en fait. Et ça, c'est vraiment un problème, et c'est parfois même limite un peu angoissant, quoi. Du coup, pour moi, ça m'impose impérativement de marquer des moments de retour dans mon environnement amical, familial, et dans lequel je vais pouvoir retrouver ces repères de socialisation que je perds systématiquement quand je pars en voyage. Et pourtant, franchement, en Turquie, des gens, j'en ai rencontré tous les jours, et beaucoup. Et des gens gentils, et des gens sympas, des gens qui m'ont invité à manger chez eux. Donc, c'est pas le manque relationnel qui est là. C'est le manque de relationnel sur du long terme. Voilà, ça, c'est vraiment un problème majeur de mon point de vue. La quatrième raison que je vais aborder, c'est qu'en fait, il faut toujours tout anticiper. De premier abord, ça paraît super simple quand on regarde ça, et pourtant au quotidien, ça l'est absolument pas. Parce que dans l'immense majorité des cas, la vie sédentaire que l'on avait est très stable. On a nos habitudes, nos magasins pour faire nos courses, nos produits préférés dans la liste des courses, la salle de gym ou le parc d'activité à côté, le garagiste qu'on connaît bien, le toubib en qui on a confiance, etc. Et après, lorsqu'on franchit le cap de la vie nomade à plein temps, et surtout lorsqu'on part dans des road trips assez éloignés, tout ça, ça vole littéralement en éclats. Je l'ai vraiment ressenti en Turquie où je suis resté 3 mois. À présent, quand j'étais parti en voyage, j'avais passé du temps en bateau dans des pays qui étaient pourtant déjà très différents, comme le Venezuela par exemple. Mais c'était toujours resté autour de 3 semaines, 1 mois et demi éventuellement. Mais là, 3 mois dans un pays où les langues françaises et anglaises sont quasiment pas pratiquées, et qui a des habitudes sociales et alimentaires super éloignées, j'ai compris qu'il fallait que je prenne les devants. La moindre panne ou blessure devient vite un challenge si on n'a pas pris la peine en amont de s'organiser un minimum, et surtout si on n'a pas anticipé ces risques-là. Donc quand je dis anticiper et prévoir, par exemple, c'est avoir une bonne assurance avec une très bonne assistance, qui puisse nous rapatrier quand on a un problème, rapatrier le fourgon. Enfin voilà, ça il faut vraiment l'anticiper au max. Bon voilà, c'est les 4 raisons qui me semblent essentielles pour pas se lancer dans la van life au-delà de toutes les autres qu'on connaît bien. Alors comme je l'ai dit, on est loin des clichés habituels, purement matériels, mais ces 4 raisons-là sont de mon point de vue les plus importantes quand on voyage en solo à plein temps. Parce que le côté matériel, on arrive toujours à le régler. Le côté psychologique par contre, c'est un truc super compliqué. Et pour ceux qui voyagent pas en solo, j'en rajoute une que j'ai vécue en bateau, c'est la promiscuité. Parce que vivre en couple dans un espace très réduit, ce n'est pas simple du tout. Et il faut un couple super solide pour y arriver. Mais je reconnais qu'un bateau, c'est encore autre chose, parce que sur une traversée, il n'y a pas de moment où on peut aller voir ailleurs. On est là, à quelques mètres l'un de l'autre, H24, dans les meilleurs moments comme dans ceux les plus agités. Et puis bon, en bateau, les conditions météo ont énormément d'importance sur le moral des uns et des autres. Donc on ne retrouve pas ça forcément en fourgon, mais il faut bien prendre en compte que la promiscuité, c'est quand même un truc super important. Bon, maintenant qu'on a fait un peu le tour des trucs psychologiques qui étaient censés faire fuir
les apprentis van lifers, on va regarder maintenant les 4 raisons pour lesquelles il faut juste se lancer en fait. La première raison, elle est super évidente, c'est la liberté. C'est celle de découvrir aussi bien des paysages que des personnes ou des cultures. Alors c'est plus ou moins évident selon les destinations, mais c'est une richesse inouïe. C'est aussi la liberté de gérer son temps comme on l'entend, malgré le problème de la perte de repères que j'ai évoqué plus tôt, on est d'accord. Mais c'est aussi et surtout la liberté de changer d'avis. Par exemple un matin, en changeant de destination, parce qu'on a rencontré des voyageurs avec lesquels on a envie de partager la route quelques jours. Au final, c'est la liberté de vivre comme on l'entend, sans avoir de compte à rendre à personne. Hormis si on est un travailleur nomade, mais ça, c'est une autre question. La deuxième raison, c'est qu'on est partout chez soi. C'est un sentiment absolument génial de se lever le matin et d'ouvrir sa porte sur un paysage totalement différent, tout en ayant la sensation d'être chez soi, puisqu'on a sa maison posée dans ce nouveau paysage. Un matin, on se lève au bord de la mer, avec la plus grande piscine du monde à quelques mètres. Un autre jour, on a une rivière fraîche dans son jardin, en pleine canicule. Une autre fois, on se réveille après une tempête de neige et des rennes devant la porte. Bref, c'est sans limite. Et ça se fait toujours dans le confort de notre chez-soi, avec la proximité de toutes nos affaires. C'est ça qui est le plus fou en fait. C'est ce dépaysement total que l'on rencontre quasiment chaque jour, mais qui est accompagné d'un sentiment d'être chez soi, quoi. C'est exactement ça. On se sent partout chez soi. Alors, la troisième raison de se lancer, elle est particulière, elle va sûrement pas plaire à tout le monde, mais tant pis. C'est la perte de notion de nationalisme. À force de passer son temps dans différents pays, on se sent beaucoup plus humain parmi les humains que français. Alors certains appelleront ça du déracinement et trouveront ça pourri, je l'entends parfaitement, mais à titre perso, c'est carrément une aubaine en fait. Ne plus voir le monde à travers la seule perspective de son pays et de son mode de vie, c'est simplement génial si on prend la peine de vraiment partager les manières de vivre auxquelles on est confronté. Et dans un contexte politique très tendu comme c'est le cas actuellement en France, cette forme d'éloignement de tout ce bordel est apaisante. Et bon, une procuration de vote permet quand même de garder un rapport avec l'avenir de son pays, c'est pas un problème. Et pour ceux pour lesquels ça reste une préoccupation, ça se fait facilement. C'est le cas pour moi aussi, bien entendu, même si je me sens plus humain que terrien, il n'empêche que je fais une procuration à un proche à chaque scrutin pour pouvoir participer à la vie du pays, tout simplement. Quatrième et dernière raison pour laquelle il faut se lancer. En fait, c'est simple, c'est qu'on vit qu'une seule fois. Et que si on rêve de voyages et de découvertes, il ne faut pas hésiter une seule seconde si on a les moyens de le faire. L'enrichissement humain que l'on gagne est tellement plus fort et important que les désagréments que ce mode de vie procure, que la question ne devrait même pas se poser en fait. Par contre, et ça je tiens vraiment à appuyer sur ce point, c'est qu'il est impératif de se laisser une porte de sortie, un moyen de revenir en arrière. Tout le monde n'est pas fait pour cette vie, et parfois, même ceux qui se pensaient adaptés finissent par le vivre super mal. Vous trouverez plein d'exemples sur des chaînes YouTube de gens qui se sont lancés, qui étaient super enthousiastes, qui sont partis en road trip à droite, à gauche et tout, et qui petit à petit ont commencé à décliner en fait. Et puis du jour au lendemain, leur chaîne est littéralement à l'abandon. Donc voilà, pensez à vous garder une porte de sortie, mais dans tous les cas, il faut tenter le coup. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de multiples très bonnes surprises sur ce sujet. Et d'ailleurs, si vous voulez voir comment j'ai vécu ma première année complète de van life, cette vidéo devrait vous intéresser. Allez, à la semaine prochaine pour une vidéo plus structurée. Ciao!